Soyez les bienvenus à tous sur Médian TV Afrique. Deux anciens premiers ministres s'affronteront au second tour en Guinée-Bissau le 29 décembre prochain. Domingos Simões Pereira, chef du gouvernement en 2014 et 2015, largement en tête avec 40,13% des voix, et Umaro Sissoko Embalo, ancien premier ministre, également arrivé en deuxième position avec 27,65% des suffrages, selon les résultats publiés par la Commission électorale. Sachez que la stabilité de ce pays d'Afrique de l'Ouest de 1,8 million d'habitants en état de crise politique quasiment permanente est l'un des enjeux majeurs de cette élection. Et c'est la première partie, bien sûr, de notre débrief d'aujourd'hui. Et en seconde partie, nous allons nous intéresser au projet de réforme constitutionnelle en Gambie. Et pour en parler, nous sommes avec Mamadou Thior, journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Plaisir toujours partagé, Aminata. Voilà, avec lui, Mamadou Seck, directeur du Synapsus Consulting. Bonjour Aminata. Un plaisir également de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Alors, Monsieur Seck, parlons d'abord du président Mario Vaz qui accepte déjà sa défaite. Non sans penser le processus électoral entaché selon lui par beaucoup d'irrégularités. Comment analysez-vous sa réaction? Je pense qu'il cherche à sortir par la grande porte parce qu'on aurait compris qu'il soit parmi les 2 ou 3 premiers et assez proche en termes de score pour pouvoir peut-être légitimer certaines fraudes électorales ou les défendre. Mais maintenant qu'il est en 4e position de ce scrutin-là, renseigne à suffisance que c'est la réalité de sa force politique sur le terrain. L'autre élément, c'est que, toujours abondant dans le sens de sa sortie par la grande porte, c'est au moins des moments de négociation qui lui permettent de sauver, au moins de sauvegarder certains fondamentaux, au risque de se discréditer totalement. Après toutes les tentatives, toutes les petites pratiques qu'il a eu à poser, jusqu'à la veille du scrutin, ça veut dire que là, il est peut-être en train de négocier sa sortie. Et c'est heureux, parce que je pense que persister dans l'erreur aurait été de chercher à persister dans le discours de fraude et de refuser peut-être les résultats. Alors, Mamadou Thior, 4e position pour un président sortant, c'est un signal fort lancé par les Bissau-Guinéens. Oui, et moi je dis tout ça pour cela. Parce que quand vous regardez d'où est parti Diomaye, José Mario Vaz, on revient quelque part à la case départ. Lui, il a été élu à 5 ans sous la bannière du PAIGC, le parti historique. Alors, son tombeur pour cette élection-là, Domingos Simões Pereira, avait été son premier ministre, mais après 1 an de mariage, il a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Il faut dire qu'il y a eu une succession de premiers ministres durant son règne. Oui, il en a eu 7, il faut le faire, 7 en 5 ans. Ça veut dire que c'était l'instabilité totale à la primature. Et on a même vu vraiment un premier ministre supersonique juste avant la campagne, Faustino Embalo, qu'il a nommé et qui a dû démissionner sous la pression de la communauté internationale. Mais donc, Diomaye a joué et a perdu. Parce que, vous savez, quand on regarde, Domingos Simões Pereira qui est arrivé en tête, c'était son premier ministre. S'il avait un peu de tact politique, il aurait pu manœuvrer avec Domingos Simões Pereira, et là, le second mandat était assuré. Parce que quand on l'élisait sous les bannières du PAIGC, Domingos était là-bas. Donc Domingos Simões Pereira a sacrifié un peu sa carrière pour quelque part le laisser devenir président de la République. Donc quelque part, le président Vaz a manqué de tact, et aujourd'hui il en paye le prix fort. Parce que honnêtement, même 3e position, c'est encore plus honorable, mais 4e position... Je rappelle qu'il s'en est sorti avec 12,41% des suffrages. C'est une vraie humiliation. Mais je pense qu'on voyait venir, parce que pas plus tard qu'en juin, il y avait des élections législatives. Il a fait son va-tout, parce que lui, ce qu'il a fait, j'ai dit il a joué, il a perdu, parce que il a activé, il a encouragé une scission au sein du PAIGC, ce qui a donné le Madame G15, dont le candidat est d'ailleurs classé 2e, qui est arrivé avec 27 députés. Malgré tout, le PAIGC avait presque la majorité. C'était un signal. Moi, à sa place, j'aurais même renoncé à être candidat.
Parce que quand vous avez été candidat sous les couleurs d'un parti et que vous vous représentez en tant qu'indépendant, il était mal parti pour gagner cette élection-là pour sa réélection. Alors, Mamadou Seck, et ce taux de participation des Bissau-Guinéens, 74% quand même, c'est assez important. Ils sont habitués. Pour avoir supervisé les législatives et la présidentielle de 2014, on s'était retrouvé à 75% de participation. C'est que le Bissau-Guinéen, naturellement, est intéressé par la politique et par tout ce qui est politique. C'est un pays très politique. Ils sont tellement intéressés par la chose politique que c'est à croire qu'ils ont délaissé tout ce qui est économique et tout le reste pour ne parler que de politique. Vous allez à Bissau, ils sont passionnés, ils peuvent vous retenir pendant 1 heure à parler de politique. Donc c'est dire que ça se comprend. Mais c'est historique aussi. C'est hérité de la période post-coloniale. Ils ont été dans le maquis. Et tous se prévalent aujourd'hui d'être actionnaires un peu de cette indépendance-là, de cette souveraineté nationale. Et donc, chacun se sent concerné par la chose politique. Et ça, c'est habituel. Hein? Les taux de participation très élevés à Bissau, c'est habituel. En 2014, on était à 75%. Alors, Mamadou Thior, aucun incident majeur aussi n'a été observé lors de ce scrutin, selon la commission d'observation de la CEDEAO. Oui, je pense que c'est pourquoi d'ailleurs les accusations du président qui a été défait sont quelque part ridicules. Ce qui est un peu contradictoire. Oui, parce que, vous savez, quand même la Commission et la communauté internationale surveillaient de près. Parce que les gens en avaient marre de cette crise qui perdurait. Quelque part, les gens voulaient vraiment qu'on puisse sortir de cette crise-là une bonne fois pour toutes. Et je pense que l'issue d'ailleurs réjouit beaucoup la communauté internationale parce qu'on va voir entre Oumar Sissoko Embalo et Domingos Simões Pereira qui va gagner. Et est-ce que réellement la Guinée-Bissau va partir d'un nouveau pied? Parce qu'il est temps. Parce que sur ce point-là, on a vu un réel engagement de la CEDEAO et qui a même menacé d'intervenir en cas de toute personne qui souhaiterait, comment dirais-je, déstabiliser le pays durant ces élections. Et vraiment, il faut saluer l'attitude de la CEDEAO. C'est comme l'attitude que la CEDEAO a eue en Gambie. Une fermeté face au président en place pour lui dire qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ce qui fait que, bon, quelque part, ça a pu faire fléchir les positions un peu jusqu'au boutiste de José Mario Vaz. Et aujourd'hui, je pense que l'issue grandit un peu la CEDEAO et au-delà la communauté internationale. Mamadou Seck, que pensez-vous des deux candidats? Si on prend toutes les deux figures, chacune dans son parcours. Ils ont tous des parcours intéressants. Domingos Simões Pereira, qui n'est pas âgé, il est jeune. Donc ça va être deux jeunes qui s'affrontent. Même si, bien évidemment, la seule réserve que j'ai vis-à-vis de Domingo, c'est que quand même, dans son parti, il y a des apparatchiks. Et quelle que soit cette volonté de s'affranchir, il y a toujours l'histoire, on va dire, la prise en otage, entre guillemets, de ce parti par des anciens combattants, etc. Vous y allez... Il risque de faire du neuf avec du vieux. Avec du vieux. Et vous y allez, vous vous rendez compte qu'il s'est entouré de conseillers, des sages, qui se prévalent d'avoir été dans le maquis et de s'être battus contre le pouvoir colonial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des figures féminines dans ce groupe-là, qui se prévalent d'avoir été dans le maquis et donc d'être, comme je le disais tout à l'heure, actionnaire de cette indépendance-là. Mais l'autre élément, c'est qu'il a été dans les grandes écoles. C'est quelqu'un qui est au fait des réalités du monde. C'est quelqu'un qui a été, dans une certaine mesure, socialisé à Portugal, donc dans la modernité, etc. Et vous lui parlez, il est très cérébral, il est très structuré. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui pourrait apporter des changements. On l'a vu, on n'a pas pu le voir à l'œuvre pendant qu'il était Premier ministre, puisque c'était juste pendant 1 année. Mais je pense que le voir peut-être à la tête de l'État pourrait augurer de bons lendemains pour la Guinée-Bissau. Maintenant, pour Embalo, il est jeune aussi, qui a été formaté dans l'armée. Donc, c'est un ancien militaire, c'est un colonel de l'armée, mais qui a su aussi être assez intelligent pour faire cette transmutation de l'armée au civil, parce qu'on ne le perçoit même pas dans son discours. Un discours guerrier, militaire, on ne le perçoit pas.
L'autre élément, c'est que c'est un homme de réseau. C'est un homme de réseau. Aujourd'hui, il se prévaut d'être dans des trusts au plan international et spécifiquement dans le Moyen-Orient avec des ramifications avec Kadhafi. Le Qatar même, voilà, on dit qu'il est le candidat du Qatar. Alors, donc, ça veut dire qu'il est dans ces réseaux. Il a su s'ouvrir au monde et il est jeune. Maintenant, l'autre élément, c'est sa proximité, sa proximité assumée avec le président Macky Sall, qui pourrait lui jouer des tours. Parce qu'à Bissau, il se dit que Macky Sall n'a pas cette image-là. On lui soupçonne d'être derrière et de tirer les ficelles. Et lui, vous le rencontrez, il va vous parler Wolof, etc. Il réclame et il se dit petit frère du président Macky Sall. Peut-être aussi que c'est la proximité entre les deux pays, parce qu'on sait que c'est des pays frontaliers, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Bien sûr, mais en fait ici je parle plus en termes de stratégie, parce que l'opinion, la perception de l'opinion bissau-guinéenne par rapport à cette crise même, il disait que Macky Sall devait assumer un leadership plutôt que de le laisser à un Alpha Condé. Et là, c'est son opinion personnelle. Oui, c'est l'opinion publique qui le dit. Donc, ici, je pense que cette tendance à trop se réclamer proche du pouvoir, de Macky, etc., pourrait lui jouer des tours. Mais je pense que chacun a le profil idéal et maîtrise bien les réalités du pays pour avoir été chacun Premier ministre pour pouvoir gérer ce pays-là. Mamadou Thiaw, vous êtes d'avis? Oui. À regarder les deux parcours, honnêtement, l'offre est très diversifiée et on a l'embarras du choix. Maintenant, et là, l'autre chose intéressante, c'est une guerre fratricide entre, peut-être un ancien du PAIGC et un actuel du PAIGC, Domingo et Oumar Sissoko Embalo, parce qu'ils sont tous issus de ce parti-là et qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Mais au moins, on a là, vraiment, en termes de leadership, une offre meilleure que ce qu'on a vu jusque-là, honnêtement. Et je pense que, celui qui sortira vainqueur au soir du 29 décembre, on le verra à l'œuvre, parce que souvent, en Afrique, on a beaucoup d'espoir à regarder un peu les profils, mais quand ils arrivent au pouvoir, on dévie complètement de ses convictions, et là, on se métamorphose au point de vraiment tout remettre en cause. Et compte tenu du parcours de chacun, si on doit évaluer leurs chances? Oui, mais à regarder, parce que ça aussi c'est de l'arithmétique, vous regardez le score de Domingo, plus de 40%, et là il est déjà en train de faire les yeux doux à Nuno Nabian, qui a eu 13%. Vous faites le calcul pour une mathématique. consigne de vote. Oui. Déjà, je sais qu'il va lui proposer un poste de Premier ministre, parce qu'avec ces 13%, même si le report n'est pas automatique, même au pire des cas, avec 10% de Nuno Nabian, qui est arrivé troisième, le parti le PRS du regretté Koumayala, je pense que Domingo a beaucoup de chances de passer. Non, on ne sait jamais, Oumar Sissoko Embalo, parce que je disais que c'est un truc entre d'anciens amis devenus quelque part ennemis entre guillemets du PAIGC. On ne sait pas comment les électeurs de ce parti historique vont réagir. Il y a le fait aussi, Mamadou le soulignait tout à l'heure, Oumarou est issu des rangs de l'armée, et que l'armée, les militaires bissau-guinéens, pour eux, ce pays-là leur appartient. C'est des légitimistes, donc ils doivent avoir droit de vie et de mort sur tout ce qui se passe dans ce pays. Ils ont justement déclaré qu'ils n'allaient pas se mêler des affaires politiques du pays. Oui, mais le pays est politique. Et il ne peut pas y avoir de dichotomie, juste parce que je porte ma tenue. À partir du moment où je la porte, je fais un shift. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que fondamentalement, ils sont politiques. Et ils ont, comme le dit Mamadou, ils ont un droit de regard sur ce qui se passe dans ce pays. Ce qui explique d'ailleurs que ce pays a connu 16 tentatives de coup d'État et 4 coups d'État aboutis. Ça veut dire que fondamentalement, cette armée-là, il y a, on peut dire, des rapports un peu, comment on dit ça, entre l'armée et le civil et le pouvoir politique. C'est des rapports un peu comme qui dirait une fille, un vieux qui va voir sa fille. Hein? C'est ces rapports-là assez complexes, même s'il y a eu la réforme du secteur de sécurité qui n'a pas abouti.
ayant finalement conduit à la mise en place d'une force d'interposition, ECOMIB, qui est là. L'armée donne des gages, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Le seul argument qui peut plaider en leur faveur, c'est que quand même pour la première fois, un mandat est arrivé à terme depuis l'histoire politique de la Guinée-Bissau. Ce président, malgré les crises, malgré tout, c'est un mandat qui est arrivé à terme. On pourrait le devoir à l'ECOMIB, présente sur le terrain, à la réforme du secteur de sécurité, qui a vu quelques subsides, même si le processus n'a pas abouti. Mais je pense qu'en termes de chance, si on fait un peu de politique fiction et de calcul, Nuno Nabiam a le soutien du PRS. Mais on voyait que le PRS était proche du MADEM. Le MADEM, c'est aujourd'hui le deuxième, celui qui est deuxième, donc Sissoko Embalo. Et on a vu que Nuno Nabiam, qui avait soutenu le PAIGC pour les législatives, pour avoir la majorité à l'Assemblée, ils sont en rupture de banc. Ce qui a fait d'ailleurs que lui est parti et a eu le soutien du PRS. Donc rupture de banc, et on sait que le PRS, c'est des transfuges du PAIGC, donc des frères ennemis, qui ne se parlent plus. Je ne pense pas qu'ils iront ensemble. Si on suit la logique des positionnements, probablement on sentirait un glissement de Nuno Nabiam vers le MADEM, où il aurait plus d'espace, parce que apporter un soutien à 20 et quelques % et se prévaloir d'avoir réellement participé n'est pas pareil à apporter un soutien à quelqu'un qui est presque... Mais rien n'est prévisible en politique. Hein? Oui. L'autre élément, l'autre lecture, c'est que Jomav, aujourd'hui, dans sa posture, pencherait logiquement plus pour le MADEM que pour le PAIGC. Donc, si on fait ces calculs-là et on fait de la projection, Embalo n'a pas dit son dernier mot. Il ne faut pas l'écarter, comme dit Mamadou, hein. C'est un calcul. Parce que moi, je ne vois pas Jomav. Je vais soutenir Domingo, qui est son frère ennemi. Donc, ce qui fait que les jeux sont ouverts. Et quand on se rappelle les voisins de Guinée, lors de l'élection d'Alpha Condé, c'est Loudalin Diallo avec presque 45% au premier tour, et Alpha avait 19%, et au second tour, je me pose la question, tout a basculé, et finalement il a perdu. Donc parfois on peut être si proche de l'objectif et rater le ne pas l'atteindre. Ouais. Et aussi, si le candidat du PAIGC l'emportait, la formation contrôlerait-on la présidence que le gouvernement? Une situation qui devrait faciliter normalement le retour d'une certaine stabilité. Oui, il y a cet avantage-là, parce que le système bissau-guinéen est calqué sur le modèle portugais. C'est le grand défaut. Nous copions de nos colonisateurs. Ça, justement, nous allons y revenir avec la Constitution, après. Donc, ce qui fait que souvent, quand il y a entre le Premier ministre et le président, ils ne sont pas issus du même bord, ça pose problème en Guinée-Bissau. Mais bon, ce qui fait que ce serait un avantage, quelque part, que le président soit Domingos Simões Pereira, c'est les Guinée-Bissau-Guinéens qui décideront. Ça permettra une certaine stabilité. Mais aussi, en démocratie, il faut des confrontations. Si Oumarou est élu, bon, il faudra peut-être aller, on va l'aborder tout à l'heure, peut-être voir comment réformer le système pour faire en sorte qu'il y ait un parlementarisme avéré ou un présidentialisme concret. Mais avant d'en revenir au système, la victoire d'un adversaire au PAIGC ne menacerait-il pas de prolonger des années de paralysie ? Non, je pense pas. La paralysie va prendre fin, quel que soit celui qui sera élu. Moi je pense bien. Parce que quand tu jettes un regard dans le rétroviseur tous les deux, ils savent que, bon, Mamadou le soulignait tout à l'heure, on peut se réjouir du fait qu'au moins pour la première fois, un mandat est arrivé à terme. Et quelque part aussi, c'est à l'honneur du président sortant, même s'il a été battu à plate couture. Donc ce qui fait que, bon, ces paralysies, ils sont conscients que les Bissau-Guinéens en ont marre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des urgences de développement dans ce pays-là. On ne peut pas continuer que les politiques et les militaires prennent en otage la Guinée-Bissau. Pendant ce temps, les populations sont en train de trinquer. Vous les écoutez pendant
ce processus électoral, ils vous disent vraiment, on voudrait que le pays vraiment enclenche un processus de développement avéré, parce que là, nous n'en pouvons plus. Alors, Mamadou Thior l'a égratigné un peu tout à l'heure. L'un des facteurs de cette instabilité, c'est la Constitution. Pensez-vous qu'elle doit être changée pour séparer les différents pouvoirs? Mais ça, c'était même dans l'accord de la feuille de route de Conakry. Il y avait 10 points, parmi lesquels, justement, amorcer les réformes constitutionnelles pour corriger cette difficulté structurelle. Parce que la réalité est que c'est un peu calqué de la Constitution Voilà, portugaise. justement, si on fait un petit rappel, elle est inspirée du Portugal et cette Constitution prévoit un système semi-présidentiel avec un pouvoir exécutif à 2 têtes, un président et un premier ministre désigné par la majorité au Parlement. Absolument, mais ça, on ne peut pas faire ce procès-là au Bissau-Guinée. Le conflit Mamadou Dia Senghor renseigne à suffisance sur le fait que ce système-là, ce modèle, ne marchait plus. Et la transition 4e République, 5e République en France renseigne à suffisance sur ça. Pendant des années, la 4e République a vécu des blocages parce que justement, on ne parvenait pas à avoir cette harmonie-là entre l'exécutif et le législatif. Et la formule, d'ailleurs, Jean Gicquel le disait, le président ne fait qu'inaugurer des chrysanthèmes. C'est dire qu'il n'a aucun rôle dans la gestion du pouvoir. Donc, et c'est pareil ici. Donc, si en plus, parce que moi je le dis toujours, même si je ne fais pas dans le culturalisme, le rapport de l'Africain au pouvoir est complexe. Donc si en plus on vous nomme président, vous vous attendez à tous les honneurs, vous voulez vous arroger, excusez-moi, de tous les pouvoirs, et qu'à l'arrivée, c'est un Premier ministre qui exerce réellement ce rôle, c'est des frustrations, c'est des blocages, etc. D'où toutes ces réformes qu'on a vues pour moderniser un peu le pouvoir et donner à chacun le rôle qui devrait être le sien. Et ici, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller vers des réformes. Donc, cette constitution n'est pas adaptée au contexte actuel du pays? Nullement. Au-delà du contexte actuel du pays, de la nature même des parties prenantes. Ça fausse l'esprit. Et ça remet en question cette harmonie qu'on devrait avoir à la tête de l'État. Et ici, de plus en plus, vous le voyez, tous les pays qui ont ce régime parlementaire, à la limite, ont quelque part des voies de contournement où ils mettent à la tête quelqu'un qui occupe une stature un peu honorifique. C'est un peu le Royaume-Uni, c'est l'Espagne qui a un roi, etc. etc. Sinon, c'est vraiment, bon, la chancellerie en Allemagne, qui ont su avec intelligence contourner tout ça. Mais pour le reste, on a des systèmes politiques très clarifiés où le président exerce ses missions et le Premier ministre exerce ses rôles de manière assez harmonieuse. Alors, il l'a dit tout à l'heure, Mamadou Seck, mais déjà, on l'a souligné, l'armée s'est engagée à ne plus se mêler des politiques du pays, 7 ans après le coup d'État qui avait interrompu le processus électoral en 2012. Maintenant, j'aimerais bien qu'on en revienne là-dessus, parce que le rôle de l'armée, quand même, est assez important en Guinée-Bissau. Quelle lecture faites-vous déjà de cette déclaration de l'armée? On attend de voir. Et là, il faut dégraisser en fait le mammouth, parce que l'armée bissau-guinéenne est pléthorique. Et ça aussi, ça pose problème. Les réformes que Seck disait, évoqué tout à l'heure, c'est ça. Il faut oser parachever cette réforme portant sur la sécurité, et que tous ces vieux briscards dans l'armée là aillent se reposer. Parce que ça aussi, je pense que les plus jeunes qui ont été à l'école. Vous savez, dans une armée, quand une armée est cultivée, quand les militaires ont atteint un certain niveau d'études, ce pas des gens qui sont très prompts à aller faire des coups d'État. Je pense que c'est vers cela qu'il faut aller. Vous regardez tous les gens qui font des coups d'État en Afrique, c'est des gens qui ont un niveau très très bas. Donc ce qui fait que les gens gagneraient dans ce pays-là à instruire les militaires. Je pense que si on arrive à le faire, on n'aura plus besoin de parler même de l'éventualité d'un coup d'État. Mais là, il faut attendre de voir, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous allons terminer avec ça pour cette première partie. Quels sont les défis qui attendent le futur président? Oui, réellement au plan économique, parce qu'aussi on ne peut pas vivre que de politique. Il y a par exemple, prenez le secteur de la pêche, le secteur par exemple, la commercialisation de l'anacarde. C'est des secteurs clés qui peuvent rapporter beaucoup au pays. Je pense qu'il faudra peut-être essayer de voir les initiatives qu'il faudra prendre
mais dans un pays stable, faire en sorte que ce pays aussi soit de moins en moins un pays des narcotrafiquants. La drogue passe comme c'est pas possible. Et je pense que ça, on ne peut pas... Le président qui sera élu, il faudra qu'il se retrousse les manches pour faire en sorte que, en termes de lutte contre les narcotrafiquants, que cette lutte-là puisse produire des résultats probants. Parce que tout ça, ça plombe. La corruption, elle est endémique. Je sais que ça existe partout, mais en Guinée-Bissau, c'est un sport national. Donc on peut dire que le futur président aura du pain sur la planche. Il a beaucoup de défis. Le défi de, comme il dit, reconstituer le tissu économique, surtout au-delà de tout ça, puisque tout ça même c'est du réel, mais symboliquement c'est la cohésion nationale. Ce pays a vécu pendant longtemps dans des affrontements dans des postures politiquement antagonistes, etc. Cette cohésion sociale-là, il faudra la préserver. En plus, maintenant, des défis de la modernité, modernisation, ouverture, lutter contre le narcotrafic, remettre en question la réalité de l'État rhizome, parce que les vrais tenants du pouvoir dans ce pays ne sont pas visibles. C'est clair. Ils sont souterrains. C'est clair. Et là, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie et c'est pour parler du projet de réforme constitutionnelle en Gambie. Voilà, nous sommes dans la seconde partie du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant et comme je vous le disais avant de se quitter, le gouvernement gambien envisage une révision de la Constitution et c'est Aboubacar Tambadou, ministre gambien de la Justice, qui en avait fait l'annonce. Une étape selon le gouvernement qui va permettre d'assurer la pertinence de la révision et de savoir si elle répond à la finalité pour laquelle les Gambiens l'ont adoptée. Monsieur Seck. Oui, je pense que c'est un processus normal dans la vie d'une nation que de chercher à donner un nouveau souffle, puisque en réalité, les réformes constitutionnelles, si tant est que la volonté est d'améliorer un peu les rapports, parce que De Gaulle le disait, une constitution, c'est un esprit, une pratique et des institutions. Si vous voulez impulser un nouvel esprit, partager des rôles, moderniser la gestion du pouvoir, etc. Assainir les pratiques et faire des institutions qu'elles soient opérationnelles, c'est nécessaire et c'est important pour la vie d'une nation. Maintenant, la seule difficulté dans nos États, c'est que nous pêchons dans l'instrumentalisation même de ces processus de réforme constitutionnelle, etc. Souvent, c'est à dessein. Nous voulons atteindre un objectif personnel, que nous amorçons des réformes constitutionnelles, sachant qu'on a toute une machine derrière, législative, de pression, de répression, pour pouvoir arriver à ces fins. Et c'est là où ça pourrait être dommage, mais je pense qu'on ne peut pas, a priori, accordons le bénéfice du doute au régime en place pour voir un peu de quoi ça retourne d'abord et comment cela va aboutir. Mamadou Thior, dès son arrivée au pouvoir, l'équipe gouvernementale d'Adama Barrow l'a fait savoir, cette volonté de réformer le système en place. Est-ce à dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne marchait pas? Oui, parce que quelque part, les textes en vigueur ont été taillés sous Yahya Jammeh. Et ça participe un peu à faire table rase de la gestion de Jammeh. Parce que bon, il y avait quand même... parmi ces lois-là, des lois qui posaient beaucoup de problèmes. Et on a vu, quand on va avec la réforme, il y aura une limitation des mandats, ce qui n'était plus le cas. Déjà, ça, c'est quand même une avancée. Un aspect très important d'ailleurs sur lequel nous allons revenir. La limitation des mandats à 2, parce que ça doit être la règle partout. Donc, ce qui fait que, bon, je pense ce que Seck disait tout à l'heure, souvent on parle... dans nos pays de tailleurs constitutionnels, il faut que les Gambiens se gardent d'avoir des tailleurs constitutionnels qui sont là que pour atteindre un certain objectif, c'est-à-dire plaire au prince. Et il faudrait que cela prenne d'ailleurs en considération les intérêts du peuple gambien. Oui, c'est important et c'est là où le processus doit être participatif. Je pense que si le président Barrow fait en sorte que le processus, que ça vienne du peuple, comme on le fait dans certains pays, qu'il y ait
des forats à travers le pays pour demander aux gens quelles sont leurs préoccupations. Je pense qu'une constitution comme ça, on ne peut pas avoir meilleur que ça. Mais si on décide, si c'est du top-down, c'est pas bien. Si c'est du down-top, de la base vers le sommet, ça, c'est la pratique la meilleure. Et pour cela aussi, il faudrait que toutes les parties, toutes les composantes y prennent part, notamment la classe politique gambienne dans sa globalité. Absolument. Il faut, comme il dit, il faut un processus participatif et inclusif. Mais je pense que si on suit la dynamique qui a été impulsée, mais surtout les nouvelles tendances aujourd'hui du peuple gambien, puisque sous Jammeh c'était la répression, c'était l'oppression, etc. Tout le monde n'avait pas droit à la parole. Méfions-nous d'un peuple qui est libéré. Je pense qu'ils ne laisseront pas les coups de franche au pouvoir en place, en l'occurrence pour ce processus-là, qui permettra sûrement d'avoir le maximum de participation, puisque c'est de cette participation-là qu'on pourra tirer la légitimité du texte même qui sortira de là et tous les produits de la réforme. Maintenant, on ne sait pas si le dispositif est adéquat pour permettre à tous les citoyens, comme il l'a dit Mamadou, de pouvoir s'exprimer depuis la base pour justement arriver au sommet. Et ça, il faudra le voir. Mais je pense que déjà, rien que l'idée de réforme constitutionnelle peut être rassurant. Parce que justement, ça permet de remettre les choses en place. C'est des formes de consultation. On va voir ce que ça va donner. Mais le défi sera d'impliquer tout le monde. Au-delà même des partis politiques, mais des citoyens, puisqu'il y en a qui ne sont pas forcément des partis politiques, mais des citoyens. La société civile. Voilà, la société civile, toute la base sociale là, qui a son regard à donner sur le processus, mais qui souvent est mis de côté parce que justement, on met en avant juste l'appartenance à un parti politique et on les consulte uniquement. Il y a aussi le cas des formations politiques. Il faut que le président Barrow les associe, parce qu'aujourd'hui, il est un peu seul face à tous, parce qu'à force de se séparer de ses anciens alliés, aujourd'hui il est seul, même au sein de la formation qu'il a portée au pouvoir, il est à couture avec ces gens-là. Donc qu'à cela ne tienne, il doit savoir qu'une constitution, vraiment c'est pour l'intérêt du pays et pas pour l'intérêt d'un seul homme. Et sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh, vous l'avez signalé tout à l'heure, la Gambie était caractérisée par des atteintes répétées aux droits humains. Certaines réformes, surtout dans le secteur de la justice criminelle, sont prioritaires selon le gouvernement. Pourquoi? Absolument, parce que, vous savez, ce que je le disais tout à l'heure, à l'époque de Jammeh, les gens, c'était des exécutions sommaires. Moi, il m'arrive de temps en temps d'écouter un peu la commission vérité et réconciliation en Gambie. Je ne sais pas si ce qu'ils disent est vrai, mais si c'est vrai, honnêtement, Yahya Jammeh a fait beaucoup de tort aux Gambiens. Bon, parfois il peut y avoir des exagérations, mais quand vous avez vraiment froid dans le dos à écouter certains témoignages, des gens sont amenés, manu militari, tués dans des conditions atroces, à la limite ils sont jetés dans des puits. Donc je pense que c'est pas même si quelqu'un a fauté, c'est pas comme ça. Ça faudrait me signaler que c'est des témoignages issus comment dirais-je, de la commission vérité et réconciliation. Dont les travaux sont publics, on peut le suivre à travers le net en direct ou les éléments qui sont enregistrés. Donc ce qui fait que, bon, par rapport à la justice, il faudra faire en sorte que la Gambie redevienne un état de droit. Parce que sous Daouda Kairaba Jawara, quand même, moi j'ai eu la chance, je connais très bien ce pays-là, j'y vais très souvent, sous Daouda Kairaba Jawara, quand même c'était un état de droit. Les partis politiques, il n'y avait pas une chape de plomb sur les partis comme sous Jammeh. Il y avait des élections, même si Jawara gagnait à chaque fois, mais il y avait quand même une vie politique. Les gens, quand même, il n'y avait pas une justice, disons, qui broyait du tout, comme sous Jammeh. Donc ce qui fait que c'est là où il y a urgence par rapport à la justice. Et par rapport à cette justice-là, les magistrats, c'est un problème. Vous regardez, quand il y a eu cette crise-là qui a élu Barrow,
il fallait aller chercher des magistrats au Ghana ou, je ne sais pas, au Nigeria, pour siéger à la Cour suprême. Pour un pays qui a été indépendant depuis 1965, c'est un problème. Il n'y a même pas de magistrats à même de siéger à la Cour suprême gambienne. Donc, de ce côté-là, il faudra faire en sorte. Mais ça, c'est le système éducatif gambien qui pose problème, que je connais très bien. Parce que jusqu'à un passé récent, c'est sur Djamé, il faut le reconnaître, qu'il y a eu des universités. Mais les gens s'arrêtaient à ce qu'on appelle au collège. Si vous voulez faire des études poussées, il faut aller en Angleterre ou ailleurs. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu des élites. Et ça pose problème en termes de magistrats. Il faudra faire en sorte que le pays en dispose. Et en termes d'avocats aussi. Alors vous êtes d'avis avec Mamadou Thior? Oui. En fait, je pense... Et moi, je me pose un peu la question de l'opportunité même de ces réformes. Vu que c'est une commission très importante qui est en train de se dérouler, c'est des travaux importants. Et elle permet même de réconcilier le peuple à son gouvernement. Donc on aurait pu attendre son aboutissement pour essayer justement d'en tirer des enseignements à insérer dans les réformes. Bon, qu'à cela ne tienne, bon, je pense qu'à tout le moins on peut retenir que c'est une bonne dynamique qu'ils sont en train d'enclencher. Et pour revenir aux magistrats, c'est vrai, on a beaucoup parlé de ça, Mamadou, mais je pense qu'il y a un peu le Commonwealth. Ils ont des accords entre eux, entre pays du Commonwealth, qui fait qu'ils peuvent prendre un magistrat qui est de notre pays anglophone. Voilà, de notre pays anglophone pour pouvoir siéger. Maintenant, ce n'est pas très courant dans les autres pays, mais ça a été très récurrent et très courant en Gambie. D'abord, éventuellement parce que il y a la qualité de la formation, mais au-delà de ça, mais aucun des magistrats n'avait ce courage-là finalement d'affronter Yaya Jammeh. Ils se défroquaient tous, ils ont tous fait profil bas et il fallait faire appel à d'autres pour venir siéger. Mais ça, c'est des principes, c'est des accords qu'il y a entre les pays du Commonwealth. Ou, comme le nom l'indique, Commonwealth, c'est des richesses communes. Donc, on partage aussi les ressources humaines pour pouvoir permettre de faire appel à quelqu'un à un certain niveau. C'est là où il faudrait les libérer. Exactement. Il faudrait les libérer à travers les textes, revoir ça et promouvoir justement une expertise locale qui puisse assumer ces fonctions-là. Et disons que cette réforme vise notamment à éliminer les lois restrictives sur les médias également. Oui, bon, ça date de très longtemps. Et on se rappelle de l'histoire du tristement célèbre d'Aïdara. Donc, au-delà des lois, c'est des pratiques aussi. Je pense qu'aujourd'hui, aucune loi comme on dit, aucune loi n'a tué une idéologie. Donc ici, c'est fondamentalement par la pratique qu'on pourra arriver à cette harmonie entre cette volonté-là de libérer le journaliste et dans la pratique, la libération réelle du journalisme. Puisqu'on avait vu beaucoup de journalistes partir parce que sentant leur vie en danger, etc. C'est heureux qu'on puisse amorcer cette réforme-là, mais il faut aussi allier cela à la pratique. Parce que même dans les pays dits assez développés qui n'ont pas été dans ces pratiques perverses-là, mais les journalistes, parfois, sont poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ici, c'est un double défi, et de réforme, et aussi d'assainissement des pratiques. Et surtout de liberté de presse. Et de liberté, évidemment. Tout ça. Mamadou Thior, déjà vous qui êtes journaliste, le régime faisait régulièrement arrêter les journalistes, notamment pour sédition, diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. Oui, sous Djamé, bon, tout était bon pour qu'on vous mette au gnouf. Et ça, c'est au meilleur des cas, si on ne vous tue pas. Ce qui fait que, comme le cas de Aïdara, quand vous empêchez le régime de tourner en rond, il vous liquide. Donc, honnêtement, bon, quand même, sous Barrow, il y a une libération. On a même vu une télévision privée qui a démarré ses activités en Gambie. Ça renseigne que bon, les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Et qu'aujourd'hui, à l'époque de Djamé, le syndicat des journalistes de Gambie, il fallait être téméraire même pour le diriger. Donc, ce qui fait que même à la tête des structures faîtières, il y avait des problèmes parce que les gens étaient obligés de s'exiler. Sinon, vous êtes mis en prison ou au pire des cas, vous êtes exécuté sommairement. Mais là, bon, il y a une libération qui est en train
de se faire une libération de la parole, une libération des médias, des zones de manière générale et de la télévision. Il faut le saluer et aller de l'avant. Et il faudrait dire, les médias sont toujours importants dans toute démocratie, quel que soit dans les pays. Et la liberté de la presse, vu que les journalistes font le link entre le gouvernement et le peuple. Oui, vous savez, la presse, les médias de manière générale sont les porte-parole des populations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces supports, même s'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais malgré tout, quand même, les médias restent incontournables. Parce qu'en termes d'habitude, souvent les gens sont habitués à passer par les canaux de ces médias-là pour porter le message ou pour porter des revendications. Ce qui fait que, je pense que les gens ne perdent pas de vue cet aspect-là en Gambie et partout ailleurs d'ailleurs. Et la présidentielle qui est prévue en 2021 aussi intéresse. Quel bilan faites-vous déjà des 3 ans de règne du président Adama Barrow? Bon, je pense que le pays quand même rencontre des difficultés. C'est un peu la désillusion, un peu, mais ça, je ne pense pas qu'on puisse fondamentalement l'inscrire juste sous la responsabilité de Barrow, parce que c'est tout un système. C'est des approches systémiques, c'est des dynamiques systémiques, et donc des attentes vis-à-vis de ce système-là. C'est quand même 20 ans, voire plus, d'exercice du pouvoir, 22 ans d'exercice du pouvoir, avec tout ce que ça comporte comme pratique de mauvaise gouvernance, de détournement, d'escapisme, d'économie informelle et parallèle, souterraine, tout ce que vous voulez comme pratique nébuleuse sous Jammeh, et avec aussi des acteurs, des praticiens de ces pratiques-là. Ça veut dire que donc, une large frange de la population a adhéré à ce système. Sinon, il n'aurait pas perduré pendant 22 ans. C'est dire que donc, c'était ça le premier défi. Et comme on le dit en sciences politiques, faire changer de trajectoire un éléphant subitement, ce n'est pas possible. C'est cette image-là. Vous ne pouvez pas dévier un éléphant de sa trajectoire du tic au tac. Ça veut dire que ça va être progressivement et dans un moyen long terme que certaines pratiques vont s'assainir. Et donc ça, je pense que Barrow, il était plus pris par l'euphorie du pouvoir que par la réalité des choses. Ce qui a fait que, il a fait beaucoup de promesses et on se rend compte que c'est un peu la désillusion, c'est un peu le désenchantement. Mais il parvient, je pense, rien que par le fait que les gens aujourd'hui ont cette liberté-là. Vous savez, la liberté, ça vaut quelque chose. Elle est fondamentale. Alors, rien que pour ça, je pense que ça peut combler les petites difficultés ou les grandes qu'il a rencontrées dans son règne, tout en sachant aussi qu'il s'est dédié. Il s'est dédié. Adama Barrow, c'est l'homme qu'on n'attendait pas. Parce que l'histoire, on ne va pas raconter. Mais les Gambiens, ils avaient surtout besoin de changement. De changement, et quelle que soit la personnalité qui était en face de Jammeh, ils allaient voter pour ce... Tout sauf Jammeh. Oui, c'est du tout sauf Jammeh. Et finalement, on voit les résultats. Comme le dit Seck, il s'est dédié sur l'histoire du mandat. Absolument. Parce que normalement, il avait dit 3 ans. S'il avait respecté, il allait quitter en ce mois de décembre le pouvoir pour respecter sa parole. Et aujourd'hui, on voit le parti auquel il appartient et qui a permis qu'il soit désigné candidat de l'opposition. Le parti de l'avocat Dabo, ils sont à couteau tiré. Et là, ça n'augure rien de bon pour 2021. Comme vous le dites, son départ est exigé par son propre parti, car selon Ousseynou Darboe, il avait fait cette promesse-là, vous le dites tout à l'heure, de faire un mandat de 3 ans. Mais pourra-t-il tenir cette promesse, selon vous? Est-ce facile? De 3 ans? Oui. Non, les 3 ans, c'est fini. Il était censé quitter au mois de décembre. Il s'est dédié. Seulement à quelques jours. Il a clairement dit qu'il reste pour 5 ans. Ça. Là, il a pris goût au pouvoir. Ça, on revient un peu à ce qu'on dit très souvent. Souvent, quand on sollicite les suffrages de ses compatriotes, on promet mots et merveilles. Mais quand on arrive au pouvoir, on goûte aux délices du pouvoir, les lambris dorés. Mais le fait de se dédire, cela ne crée-t-il pas une certaine déception? Non, je veux dire, le fait qu'il se soit dédié quand même, ça pose problème. Parce que
ce qui se passe, s'il avait respecté sa parole, on aurait dû organiser des élections en ce mois de décembre. Et honnêtement, du côté des candidats potentiels, parce que même les gens qui l'ont soutenu, les Khalifa Salah et autres, quand même, c'est des têtes. Donc, quelque part, le choix s'est porté sur lui. Donc, les Gambiens allaient avoir le choix de l'embarras, comme on dit, pour lui trouver un remplaçant. Parce que, quand même, on l'a élu parce que dans un concours de circonstances a permis qu'il soit désigné candidat. Mais bon, on sait que Barrow ne fait pas le premier de la classe. Alors, quelle perspective s'offre à Adama Barrow? Adama Barrow, c'est d'abord de poursuivre les réformes constitutionnelles pour qu'elles aboutissent. C'est de gérer le processus là, cette justice transitionnelle avec la commission justice-réconciliation qui est en train de se dérouler et en tirer les enseignements qu'il faut parce que jusqu'à présent des choses sortent contre Yaya Jammeh. Mais quel est son sort? Quel est le sort qui lui sera réservé? On ne sait pas. Donc de cela aussi dépendra de la suite, surtout de Barrow. Comment est-ce qu'il va gérer ce processus, etc. Mais surtout, fondamentalement, c'est régler les soucis quotidiens des Gambiens. Et ça, je pense que c'est une paire de manches si on voit tous les rapports qu'il y a avec le secteur privé gambien qui était très proche de Jammeh, avec qui il est obligé aujourd'hui de négocier et de collaborer. Tout ça, certains ne le comprennent pas et ne le voient pas d'un bon œil. Donc tout ça, c'est des défis. Mais surtout le défi des réformes constitutionnelles, de la justice transitionnelle et régler les problèmes des Gambiens, leur vécu, leur quotidien. C'est ça fondamentalement les gros défis. Au-delà de la liberté, Mamadou Thior, qu'est-ce qui a réellement changé avec le règne d'Adama Barrow, après celui de Jammeh? Oui, je pense en termes de rapport avec le reste du monde. Parce que vous savez, Jammeh, quelque part, c'était fait beaucoup d'inimitié. Hein? On dit diplomatie du bon voisinage. On prend par exemple le cas de notre président Macky Sall, quand il a été fraîchement élu, sa première visite était en Yaya Jammeh. Mais on a vu finalement, il lui a mis des bâtons dans les roues. Donc je pense quelque part, l'élection de Barrow a permis d'assainir les relations avec les voisins. Et ça c'est bien parce que, vous savez, les voisins, en cas de problème, n'importe quel problème économique, ils peuvent venir en aide comme ils sont en train de le faire d'ailleurs avec la Guinée-Bissau. Donc sous Jammeh, il y avait cette inimitié-là qui était très marquée et je pense que Barrow a réussi quand même à faire revenir la Gambie sur la scène internationale et ce n'est pas rien. Et surtout améliorer les relations diplomatiques entre la Gambie et le reste du monde. Le reste du monde et comme il dit Mamadou, le Sénégal surtout, c'était vraiment exécrable. Et son pays voisin direct. Direct, etc. Au-delà aussi, hein, vous savez, une image vaut 1000 mots. Donc, voyant Yaya Jammeh, son accoutrement, ses fioles et ses trucs, ces objets-là, mais donner une mauvaise image de ce pays-là. Donc, tout ça, ce travail-là qu'il fallait refaire à se rehausser à un certain niveau en termes d'image, c'était déjà pas rien. Et je pense qu'il est parvenu à le faire. Maintenant, il doit impulser une dynamique, un certain leadership, se poser en pair, puisque dernièrement aussi, il a posé des actes qui n'auguraient pas un contexte politique apaisé et calme. Beaucoup discrédité. Voilà, avec beaucoup de limogeage, des revirements de situation, il s'est dédié, etc. Tout ça, je pense que s'il parvient à les stabiliser et à mener à bon port toutes ces entreprises-là du point de vue constitutionnel, institutionnel, etc., je pense qu'il pourra arriver au moins à redorer son blason, vu que quand même pour ces 3 ans-là, je ne pense pas qu'il ait marqué l'histoire. Et à sortir un peu par la grande porte. Parce que moi, je ne le vois pas solliciter un second mandat. Je pense que si je peux lui donner un conseil, c'est de faire un mandat et de laisser la chance aux autres. Mais sera-t-il facile de laisser le pouvoir? C'est là la question qui se pose. Mais bon, ça pose problème. Mais il y en a quand même qui restent lucides. Et peut-être qu'il en fera partie. Et si on termine même avec cette question-là, la grande nouveauté du projet, on le sait, on en a parlé tout à l'heure, c'est la réforme, de réforme constitutionnelle plutôt, qui porte sur la limitation des mandats présidentiels. Quels seront les enjeux si le texte venait à être adopté? La réforme? Oui, constitutionnelle concernant la limitation des mandats.
Oui, mais ça va permettre aux Gambiens, parce que déjà, vous souvenez, Yamé, ce qu'il disait, 22 ans de pouvoir, à un certain moment, il a fait sauter le verrou, la limitation des mandats, donc il allait s'éterniser, n'eût été un peu ce qui s'est passé en 2016. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est clair, quand on limite les mandats, même si maintenant il faudra voir si Barrow veut remplir. Est-ce qu'il va s'appliquer un peu la réforme pour dire que c'est mon premier mandat? Est-ce qu'il en fait partie? Et puis il fait encore, s'il est réélu, 5 autres années et puis il s'en va? Ou bien est-ce que la tentation du pouvoir, il ne va pas dire mon premier mandat ne fait pas partie du décompte, donc désormais c'est à partir de la réforme. Et ça aussi, ça va amener un autre débat et une autre crispation en Gambie. Pour pouvoir remplir, on est d'accord sur le principe qu'il faut que certaines conditions soient réunies. Est-ce que les conditions sont réunies pour Adama Barrow? Pour Adama Barrow, bon, attendons de voir un peu les dispositions qui seront dans les nouvelles dispositions, en tout cas de la réforme. Mais je pense qu'il en est à son premier mandat. Je ne pense pas que la réforme constitutionnelle qu'il initie lui-même serait en sa défaveur. Dans tous les cas, on partira du principe qu'il pourra se représenter. Mais ça, je pense que le disque est rayé. On a tellement parlé de mandat en Afrique, de représentation, de renouvellement. C'est assez commun dans tous les pays de la sous-région. Dans tous les pays de la sous-région. Et ne nous attendons pas à ce que ce débat ne se pose pas en Gambie, qui est aujourd'hui à un nouveau tournant, puisque n'ayant jamais expérimenté cela depuis l'ère Jammeh, donc depuis plus de 20... Aujourd'hui, on est à 25 ans où on n'a pas expérimenté ça. Je pense que dans tous les cas, on donnera l'opportunité de se représenter et peut-être de se mettre à l'ère du temps où on limite les mandats à 2. Maintenant, après, il peut arriver à ce qu'il y ait des petites interprétations. Je ne dirais pas de grandes interprétations, parce que ces interprétations-là, c'est des interprétations à la petite semaine pour chercher à trouver la faille. Et comme disait Mamadou à l'entame de son propos, c'est intéressant, quand il a tout ramené au tailleur constitutionnel, mais je suis tenté de dire la haute couture constitutionnelle. Espérons toujours qu'il fera peut-être, comment dirais-je, l'exception. Et là, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé dans la première partie de la Guinée-Bissau avec les deux anciens premiers ministres qui s'affronteront au second tour du 29 décembre prochain. Et en seconde partie, nous avons plutôt parlé du projet de réforme constitutionnelle en Gambie. Et nous étions bien évidemment avec vous, Monsieur Mamadou Seck, et également Mamadou Thior, qui est déjà un habitué de ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, et un grand merci à la partie rédactionnelle et technique, toujours derrière. Et c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.